En France, les premiers francs-maçons sont des exilés britanniques opposés au nouveau roi d'Angleterre. Une grande partie d'entre eux sont venus s'installer autour de Saint-Germain-en-Laye. On parle de 30 à 50 000 personnes, et qui pour la plupart ne sont jamais revenus en Angleterre. Et parmi eux, il y a des francs-maçons. Et comme ils ont l'habitude de faire la franc-maçonnerie et que maintenant ils sont à Paris, ils font de la franc-maçonnerie à Paris. La première loge des francs-maçons parisiens se réunit chez un traiteur anglais dans le quartier de Saint-Germain. Leur chef de file se nomme Charles Radcliffe, comte de Derwentwater, opposant farouche au roi d'Angleterre et qui mourra décapité en 1746 à Londres à cause de ses activités politiques. Charles Radcliffe leur dit, écoutez, nous ne sommes pas là pour très longtemps, puisque nous allons reconquérir le trône d'Angleterre. Évidemment, ils ne l'ont jamais reconquis. Mais en tout cas, en ce qui concerne notre loge, nous sommes entre nous. Ne laissons jamais entrer les Français. Les Français sont braillards, les Français sont désordonnés, les Français ne sont pas discrets. Il ne peut nous arriver que des histoires si on admet les Français. Et pourtant, contrairement aux convictions de ses premiers membres parisiens, les Français vont très vite s'intéresser à ces pratiques venues d'Angleterre. À l'époque, l'esprit des Lumières se propage dans toute l'Europe et les concepts maçons séduisent les partisans d'une nouvelle liberté de pensée. L'Angleterre joue un grand rôle dans la formation et la diffusion des Lumières au XVIIIe siècle. Et l'Angleterre est associée à justement une certaine modernité, un respect de la liberté individuelle, un respect d'un certain nombre de procédures collégiales qu'on oppose naturellement aux traditions de monarchie absolue qui en France sont encore très présentes. Et donc, quand la maçonnerie va arriver en France dans les années 1720, on sait qu'elle apparaît dans un milieu très typé. Mais très vite, on va passer d'une aristocratie de haut rang dans les toutes premières loges à une population maçonnique beaucoup plus diversifiée qui va des artisans aux officiers publics, aux commerçants. Et donc, un grand développement de la franc-maçonnerie en France au XVIIIe siècle. Une seule loge à Paris en 1725. Une demi-douzaine en 1737 et autant en province. La franc-maçonnerie se développe à grande vitesse. Mais elle va rapidement connaître ses premiers détracteurs et éveiller les premiers soupçons. Et parmi eux, l'une des autorités les plus importantes de l'époque, le pape Clément XII. Clément XII, il est à la tête de l'Église catholique romane, et lui, il se dit, cette franc-maçonnerie, je la vois d'un très mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'elle est secrète, je ne sais pas ce qui s'y passe, donc c'est toujours très dangereux pour des hommes de pouvoir. Et puis en plus, elle prône une forme de relativité des religions, c'est-à-dire que toutes les religions se valent, ce qui est tout à fait contraire à l'esprit du pape de cette époque. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de francs-maçons qui étaient catholiques, et même des prêtres, des vicaires, des évêques, parce que c'était aussi la possibilité d'avoir un discours différent. Je pense que les gens lettrés s'y retrouvaient dans ce discours-là. Le 28 avril 1738, le pape Clément XII rédige la bulle In eminenti apostolatus specula. Le texte est clair, il interdit aux catholiques de faire partie de la société des Liberi Muratori, en latin, francs-maçons. Et tous ceux qui ne respecteront pas ces directives seront excommuniés. La bulle d'excommunication de Clément XII a eu des effets au Portugal, en Espagne, mais aussi en Italie, où l'Inquisition avait droit de citer. Mais en France, elle n'a eu aucun effet. Pour une raison juridique très simple, en France, tous les actes du pape ne pouvaient s'imposer à la conscience des catholiques français que s'ils avaient été enregistrés par le Parlement de Paris. Mais le sujet est mineur, microscopique. Le gouvernement du roi se dit que vraiment, ça n'est pas un problème majeur. Et donc, le Parlement refuse d'enregistrer la bulle d'excommunication des francs-maçons. Dans ce pays catholique, malgré l'excommunication de 1738, pour une raison juridique, la franc-maçonnerie a pu se développer sans aucune entrave. Le XVIIIe siècle verra l'entrée dans la franc-maçonnerie de figures prestigieuses. Montesquieu,
Voltaire ou Lalande en France. Mozart et Haydn en Autriche. Goethe en Allemagne. Benjamin Franklin et George Washington aux États-Unis. Le nombre de loges se multiplie à une époque où les nouvelles idées progressistes, issues de la philosophie des Lumières, se répandent. On peut dire qu'au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a été un auxiliaire des Lumières. Dans une loge, dès le début, on élit les responsables de la loge, le vénérable, le président. On discute des règlements que la loge s'applique. Et donc, si on le fait pour la loge, pourquoi pas pour la ville? Si on le fait pour la loge et la ville, pourquoi pas pour la province? Et donc, peu à peu, la franc-maçonnerie a été un vecteur de cette sociabilité libérale et démocratique qui prend racine au XVIIIe siècle et qui va s'épanouir dans la Révolution française. 1789. La Révolution française éclate. L'événement transforme en profondeur le pays en mettant fin à la monarchie, remplacée par la Première République. La Révolution apporte avec elle son lot de terreur. Et c'est à cette époque que certains opposants aux idées révolutionnaires vont chercher des responsables au chaos qui règne au sein de la société française. Et pour eux, les coupables sont tout trouvés. Ils s'appellent les francs-maçons. En 1791, l'abbé Jacques-François Lefranc publie Le voile levé pour les curieux ou le secret de la Révolution révélé à l'aide de la franc-maçonnerie. Et en 1799, l'abbé Augustin Baruel publie Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Ces deux livres sont considérés comme les deux premiers ouvrages adeptes de la théorie du complot maçonnique. Dans cette Révolution française, tout a été prévu, médité, combiné, résolu, statué. Tout a été l'effet de la plus profonde scélératesse, puisque tout a été préparé, amené par des hommes qui avaient seuls le fil des conspirations longtemps ourdies dans des sociétés secrètes, et qui ont su choisir et hâter les moments propices au complot. Aux philosophes se joignit une secte depuis longtemps cachée dans les arrière-loges de la franc-maçonnerie, faisant le même serment d'écraser le Christ et tous les rois. Dès l'instant de leur initiation, il s'opéra dans les mystères une révolution qui bientôt ne fit plus des francs-maçons français que les enfants de l'encyclopédie. Le début de l'antimaçonnisme, c'est vraiment la Révolution française. Parce que très vite, dès 1792 avec l'abbé Lefranc et un peu plus tard avec l'abbé Baruel, les contre-révolutionnaires dénoncent la franc-maçonnerie et son rôle supposé dans la Révolution. Pour eux, la Révolution a été précisément organisée étape par étape dans les loges maçonniques depuis les années 1760. Et Baruel explique même que presque la date où le roi allait être guillotiné avait été décidée. Au cours des dernières années, de nombreux ouvrages ont fait état de recherches poussées sur l'éventuel rôle joué par la franc-maçonnerie dans le déclenchement de la Révolution française, sans qu'un lien entre les deux ne puisse jamais être prouvé. Quand vous étudiez comment les francs-maçons ont réagi à la Révolution, vous vous rendez compte que bien souvent, ils réagissent comme tout le monde. Ils sont très surpris, même choqués pour certains. La plupart soutenaient le roi jusqu'à sa fuite en 1791. Et d'ailleurs, pendant leur banquet, on trinquait toujours au roi en premier. Et cette pratique disparaît complètement après la Révolution. Parmi les guillotinés, il y a eu des francs-maçons, mais il y en a eu aussi parmi les guillotineurs. La répartition politique des francs-maçons était à l'image de la classe sociale majoritaire dans les loges, qui était la classe bourgeoise, et il y avait des gens de toutes les opinions. Je pense qu'on ne devrait pas se demander quel rôle les francs-maçons ont joué dans la Révolution, mais plutôt l'inverse. Quelle influence la Révolution a eue sur la franc-maçonnerie et ses membres. Car ça a vraiment été un tournant dans l'histoire de la franc-maçonnerie française.